Alors, Monsieur Rodrigue Tonguet, bonne arrivée. Ah, on repense. Tu as les habitudes de l'Amérique. Je suis IVLP. D'accord. C'est un programme américain pour les visiteurs internationaux. Ouais. Je suis parmi les Camerounais qui sont IVLP aux États-Unis. Donald Trump a été élu par la majorité des Américains cette fois-ci. Ouais. La majorité des Américains pris bulletin par bulletin. Si je suis convaincu qu'on ne va pas m'enfariner, je serai là. Il n'y a pas la basse ici. Alors, il y en a, mais elle est moins violente ici. Le ministre d'État, le secrétaire général de la présidence de la République, son Excellence Ferdinand Ngongo, a reçu le chef traditionnel de l'Ouest. Une bonne partie, pas tous. Et puis une polémique s'est créée. Alors, c'est quoi ta lecture sur le fait d'écarter tous les chefs qui ont été reçus? Vous avez beaucoup interviewé les gens par rapport à la disqualification de plusieurs candidats, seulement du Manidem, voilà, qui était porté par le candidat Kamto, mais il y avait aussi le MP de Ilay Zipan, voilà, et puis il y avait d'autres candidatures. Quelle est votre lecture sur cette audience qui a disqualifié tous ces candidats? Est-ce que vous pensez que le droit a été dit? Je ne suis pas juriste, contrairement à ce qu'on peut penser, mais je suis les procédures. L'opinion du Cameroun. Oui, j'ai couvert l'audience. Il y a certains noms d'ailleurs qui circulent, Jean-Bruno Tagné, docteur Aristide Monod, parfois vous taxez d'être ses conseillers. Conseillers de Maurice Kamto, oui. Oh, la première fois que vous entendez ça? La première fois? Je suis mort de rire. La toute première fois que vous entendez ça? Conseiller de Kamto? Oui. Mais comment? Où? Par quel canal je le conseillerais? Par quel canal? Je ne connais pas. Où? Son bureau, c'est où? Vous l'avez jamais rencontré? Non, mais j'ai rencontré Maurice Kamto pour une interview. Papa omba munango denge ni bandemo muna isengina dole titi longue. Maman si Doudou savait que l'amour n'existait jamais, c'est que Doudou n'aurait pas la maladie du cœur. Oh lolo. Hello, hello everyone. Je suis dédié Ngo King Mwankoum. À l'occasion de mes 40 ans de carrière, je fais escale à Chicago. Yes, Chicago, I will be there on Saturday, the 4th of October. Je vous invite tous. Je vous donne rendez-vous au Ramada Hotel de Chicago pour une nuit de célébration, de danse et de souvenirs. Yes, I'm waiting for all of you. Come together on that day. Yes, prenez vite vos tickets. Ne ratez pas. Ce moment est unique. Yes. Bonjour, bonsoir. Je suis Carlos Moser, le citoyen du monde, the world citizen. Écoutez, à marge de la 5e édition de la All Bamileke Convention, nous sommes dans la ville de Atlantic City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis d'Amérique. Et dans la foulée, regardez, nous sommes avec un grand homme de médias, voilà, de l'univers médiatique du Cameroun et même d'Afrique francophone, Monsieur Rodrigue Tonguet. Il officie comme directeur d'information à Canal 2 International, la première chaîne privée au Cameroun. Alors, il est avec nous, on va échanger avec lui pour essayer de comprendre ses motivations, son déplacement. On va en parler de long en large avec lui pour justement comprendre pourquoi est-ce qu'il a fait le déplacement. Et on sortira avec quelques questions sur le plan politique au Cameroun et même de sport. Restez avec nous. ARG MIFI USA fête ses 25 ans. L'association des ressortissants de la grande famille MIFI des USA célèbre un quart de siècle sous le thème « Sur les pas de nos ancêtres ». 25 ans d'existence et d'expérience au sein de la communauté camerounaise des États-Unis d'Amérique. 25 ans dans la dignité, la fraternité et le progrès. 25 ans de projets réalisés et à venir dans la région de l'ouest du Cameroun. Venez vivre ce grand moment de partage unique et historique le samedi 22 novembre 2025 dès 19h au Africabana Center dans le Maryland. Au programme, danse traditionnelle, menu gastronomique du terroir, show de stars et de belles surprises à découvrir. Partenaires et sponsors, saisissez l'opportunité de cette fin d'année pour votre visibilité. Prenez vos tickets à 100 $ la place. Tout le monde est VIP. Un événement présenté par Yannick Kapoa, l'enfant de Bépanda. Alors, Monsieur Rodrigue Tonguet, bonne arrivée. Merci. Alors, comment vous allez? Je vais bien, je crois que je vais bien. Alors, j'ai envie de dire bonne arrivée aux États-Unis d'Amérique, mais ce n'est pas la première fois quand même, selon nous. Non. C'est la deuxième, la troisième? Oui, tu as les habitudes de l'Amérique. Je suis IVLP.
D'accord. C'est un programme américain pour les visiteurs internationaux. Ouais. Je suis parmi les Camerounais qui sont IVLP aux États-Unis, c'est-à-dire que de temps en temps, Ça veut dire quoi? Pas besoin de visa? Non, pas ça. Ça veut dire de temps quoi? en temps, nous sommes sollicités, nous sommes castés pour visiter les États-Unis. J'ai déjà visité au moins 15 États américains aux frais de la princesse, mais la princesse en Amérique, c'est-à-dire le département d'État. C'est un programme de leader que les Américains détectent dans leur combien de temps tu as traversé ce cap? la représentation. Je suis à VLP depuis le début des années 2020. C'est quoi les conditions, les critères? Je ne sais pas. On vous recevait un message, un mail, un courrier, où on vous annonce que vous êtes sélectionné pour être IVLP. Mais tout est dans la définition. International Visitor Leadership Programme. Le programme des visiteurs internationaux pour les leaders dans leur secteur. Bon, il semble qu'ils considèrent que je sois parmi les leaders dans le domaine de la presse au Cameroun. C'est en tant que tel. Et derrière, il y a une éthique, une façon de pratiquer le métier, une façon de pratiquer le journalisme qui certainement va en droite ligne de l'éthique que les Américains se font du journalisme. Mais ils ont raison. Directeur de l'information, Canal 2 International, c'est pas rien. Certainement, mais je l'ai été avant d'être directeur de l'information. Donc, le titre n'est pas lié. C'est l'ensemble de ma carrière parce que j'ai eu une vie avant Canal 2 International, je le suppose. Je pense que ils estiment que la pratique du journalisme chez moi correspond un peu à l'éthique du journalisme tel que les Américains le voient. Et donc, en tant que IVLP, j'ai la facilité d'avoir... je sais que c'est difficile le visa américain en ce moment avec les restrictions qui sont imposées. J'ai donc la facilité mais justement, parlant des restrictions, est-ce que vous comprenez quand même cette politique du président Trump qui quand même fait un nombre de restrictions? Même un pays comme le Tchad, aujourd'hui a des restrictions, il est interdit. Vous pensez que ça cadre toujours avec... J'ai cru entendre que ce qui motivait l'Amérique de mettre des gens dans une sorte de yellow list en matière de migration était consécutif à une demande qui est restée sans réponse en matière de clarification sur la qualité des documents de voyage. Je ne sais pas lesquels, mais je crois que d'après mes lectures, les Américains ont justifié, ont expliqué tout au moins. Mais sauf que ce ne sont pas des personnes, ce sont des pays carrément. Oui, la qualité quand vous dites documents, les documents de voyage, c'est les pays qui les émettent. La qualité de votre passeport, la qualité de votre pièce d'identité, ce n'est pas les individus, c'est les États qui produisent les documents de voyage, les titres de séjour et consortent les titres de voyage. Il y a une dimension sécurité, disent-ils, qui n'a pas été remplie. Et il y a eu des préavis, d'après ce que j'ai appris, qui n'ont pas répondu. Et il n'y a pas eu de réponse. Parfois, c'est la réciprocité. Ils ont dit il y a des pays à qui ils donnent, pour lesquels ils donnent 1 an, 2 ans de visa systématiquement aux ressortissants, sans que l'Amérique ait la garantie que les ressortissants américains, quand ils demandent des visas pour ces pays-là, obtiennent aussi 1 an. Parfois, on leur donne 30 jours, on leur donne 90 jours. Et je crois que la réciprocité est un principe essentiel dans les rapports entre les États. Ils parlent de réciprocité, mais il faut le constater. Avec Donald Trump, il y a une sorte de montée d'un nationalisme américain. Et ça, c'est un républicain d'ailleurs. Il est républicain. C'est pas le premier républicain. Il y a les autres. Lui, il en fait un peu plus. Peut-être c'est l'air du temps, parce qu'on a vu en Italie, on a vu dans d'autres pays européens par le passé la montée du nationalisme. Et même en France, même s'ils n'ont pas encore pris le pouvoir, il y a un sentiment national qui monte. Et même en Afrique, les pays du Sahel, il y a une sorte de montée du nationalisme sur l'ensemble de la planète. On ne va pas reprocher à l'Amérique de faire ce que tout le monde fait. Oui, mais est-ce qu'on dira que Rodrigue défend plutôt bien l'Amérique? Peut-être parce qu'il est privilégié dans les visas qu'on a dit tout à l'heure. Non, je ne défends pas l'Amérique, j'essaie de comprendre. Les gens doivent avoir un certain leadership. Il ne faut pas être des suiveurs. Aux autres de prendre des dispositions qu'il faut. Le Tchad a bien répondu en disant, par respect de la réciprocité, nous ne délivrons plus de visas aux ressortissants américains. Il faut le dire, l'assumer. C'était une belle réponse. Si l'Amérique estime qu'elle ne délivre plus de visas à vos ressortissants, ce que vous avez à faire au minimum, c'est décider de ne pas donner de visa
aux ressortissants américains. C'est la réciprocité diplomatique. C'est ça la réciprocité. La réciprocité, ce n'est pas seulement les privilèges, la réciprocité, c'est aussi les sanctions. Oui. Si on sanctionne... mais est-ce qu'il n'y va pas un peu loin? On a vu carrément l'ambassadeur sud-africain être chassé il y a cela quelques mois. Il était le premier à être chassé de Washington. Il est rentré à Pretoria. D'aucuns disent que ce n'est pas nouveau. Le rappel d'ambassadeur, l'expulsion d'ambassadeur, c'est pas nouveau dans les rapports. Appelé pour consultation. Mais sauf qu'il n'a pas été appelé pour consultation, il a été renvoyé dans son pays. J'englobe tout ça parce que le code, les conventions de Vienne encadrent tout cela. Ce n'est pas nouveau, mais il semble qu'avec Donald Trump, il y a toujours un peu de show, un peu de spectacle autour. Peut-être que ça participe au retentissement autour des décisions, mais la mairie reste fidèle à elle-même. Un peu chauvine, un peu fière. L'Amérique a le sentiment que c'est le centre du monde. Il n'y a qu'à voir dans leur cinéma, lorsqu'ils disent que la Terre est attaquée, ils parlent de Washington, de Los Angeles, de Miami. Ils estiment que c'est tout le monde entier qui a attaqué. L'Amérique, c'est le monde entier. Il n'y a qu'à voir comment le président Donald Trump traite les autres présidents de façon condescendante. Ça montre bien l'état d'esprit de l'Américain. Et Donald Trump a été élu par la majorité des Américains cette fois-ci. La majorité des Américains pris bulletin par bulletin, contrairement à sa dernière élection. Et puis maintenant, à travers le nombre de grands électeurs, ça veut dire que les Américains adhèrent à cette façon de voir. Et je viens de dire, il n'y a pas que l'Amérique qui affiche son nationalisme. Je vous invite à aller regarder les pays de l'AES. On célèbre une sorte de nationalisme là-bas. Peut-être qu'on ne supporte pas le nationalisme des puissants, comme l'Amérique, et on supporte plus quand un pays pas trop puissant affiche des envies ou bien des vérités nationalistes. Peut-être que ça s'assume moins. Oui, c'est la nature humaine. On ne supporte moins l'arrogance des riches que celle des pauvres. Mais pour sortir de cette question sur l'immigration, au début de mandat, il y a quelques mois, sur la liste des pays que le président Trump justement renvoyait, il y avait un certain nombre de citoyens, il y avait les Camerounais, il y avait 1300 Camerounais qui étaient sur la liste qui devaient être envoyés. On n'a pas écouté, Yaoundé ne s'est pas prononcé là-dessus. Yaoundé a sa façon de communiquer. Yaoundé, c'est une tradition depuis que le président Biya est là. Le pourrissement? Non, ce n'est pas le pourrissement. Yaoundé a une façon d'adresser et d'apprécier les questions diplomatiques. Pas seulement. Et Yaoundé revendique une sorte de silence, de calme et de mesure dans la gestion des affaires diplomatiques. Toutes les crises, non, on parle de la diplomatie en ce moment. Je voudrais répondre champ par champ. On a eu des scandales comme des supporters ou des joueurs d'Union de Douala attaqués à Libreville. Par le passé, on a des Camerounais attaqués en Guinée, à Malabo, partout. Mais Yaoundé n'a jamais réagi avec violence ou de façon tapageuse. Donc, je n'étais pas surpris du silence de Yaoundé après la situation à Washington. C'est une tradition. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est mauvaise? C'est le temps qui va nous dire. Mais est-ce qu'après, les citoyens sont abandonnés à eux-mêmes? J'ai parfois entendu dans le passé que le président Biya avait envoyé un avion après la crise congolaise entre l'Issouba et Sassou Nguesso dans les années 96-97, récupérer des Camerounais. Pendant le Covid, j'ai appris qu'on était allé rattraper quelques Camerounais, mais ce qui est constant, c'est que Yaoundé est souvent discret. Et il semble qu'à Yaoundé, on assume cette discrétion. Yaoundé est généralement discrète sur les questions diplomatiques. Silencieux ou discret? Discrète. Je préfère discrète. Discrète, puisque je viens de citer des cas où il y a eu quand même des sorties. Peut-être qu'on privilégie la diplomatie des couloirs, c'est toujours la diplomatie. La négociation des pouvoirs, des couloirs, c'est toujours la négociation. Il y en a qui le font avec bruit, il y en a qui le font silencieusement ou discrètement. Toujours est-il qu'à la fin, il faut observer le résultat. On est parvenu à quel résultat? Est-ce que les Camerounais qui étaient sur la liste ont été rapatriés? Je ne sais pas, je n'ai pas eu de nouvelles. Il y en a qui sont en prison. Voilà, c'est vous qui êtes ici avec nous. Peut-être des choses sont en train de se faire, j'en sais pas grand-chose. Mais ce que je sais, c'est que Yaoundé a toujours opéré de cette façon. Très bien, changeons de cap. Alors, vous êtes aux États-Unis aujourd'hui, c'est par rapport à ce grand événement culturel et traditionnel. La ABC, entendez, la All Bamileke Convention. C'est votre première fois?
Oui, oui. Pour Oui, cet mais événement, c'est la première fois. on vous a vu, on a communiqué sur vous, votre image, la dernière édition qui était dans l'état de Texas, dans la ville de Dallas. On a vu votre image a beaucoup circulé et on ne vous a pas finalement vu. Vous n'êtes pas, Je n'ai jamais été arrivé. invité. J'ai appris, je n'ai même pas vu ces visuels-là. D'accord. Ces visuels qui m'annonçaient. Mais je peux comprendre parce qu'il y a 2 ans, entre août et septembre, je séjournais aux États-Unis. Ok. Dans le cadre du programme, américain voilà. que j'indiquais. Ouais. Peut-être que les gens m'ont vu Ils ont- à l'aéroport, ils ont cru. eux m'ont vu passer, ils ont cru que j'étais là. C'était vraiment des vidéos structurées, hein, vraiment comme on a C'est un actuellement. montage. Oui, c'est un montage, en oui, ça télévision. se fait facilement. On peut faire des montages et puis on peut sortir des images de leur contexte. Ouais. Je ne suis un peu habitué à ça. Ouais. Des Ouais. images On va en sorties parler de tout à l'heure, contexte, ouais. sorties du contexte qui font Ouais. parfois fureur sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas, non, je n'avais pas été invité, mais si j'avais été invité, je serais venu. Si j'avais les moyens de le faire. Comme cette année. Comme vous cette avez été année, clairement c'est invité. un regroupement culturel et partout où les miens sont et que je suis invité et attendu, si je suis convaincu qu'on ne va pas m'enfariner, je serai là. Il n'y a pas la basse ici. Alors, il y en a, mais elle est moins violente ici. Alors, la All Bamileke Convention, donc, et puis tout de suite, il y a une polémique qui se crée quand même sur les réseaux sociaux et certains médias traditionnels, c'est celle de dire pourquoi une All Bamileke Convention et non une All Cameroonian Convention. Vous comprenez ceux qui critiquent les Bamileke sur ce point? Mais qui est responsable du label Cameroun? Je crois que c'est le gouvernement. Le gouvernement Cameroun, le chef de l'État. C'est le chef d'État qui investit pour ça. Je crois qu'il est difficile de façon opérationnelle de mobiliser les gens en disant All Convention, All Cameroonian Convention. All Cameroonian Convention, sans avoir la caution de l'État, la caution étatique. D'accord. C'est l'État qui doit porter ça, en principe. C'est vrai, les gens peuvent organiser la All Bamileke Convention, mais est-ce que ce ne serait pas une escroquerie de la faire sans associer l'État? C'est les questions que je me pose. Je me dis que ça va être difficile. Mais je ne vais pas me mettre à la place de ceux qui ont lancé la All Bamileke Convention. Qui est à la 5e édition quand même. Le souci pour eux, c'était rassembler les Bamileke d'Amérique du Nord. Il me semble. C'est ce que je sens. Tout à fait. C'est ce Les que je États-Unis, lis. le Canada et même le Mexique. Voilà, c'est ce que je lis dans les supports qu'ils diffusent. L'idée pour eux, c'est rassembler les Bamileke d'Amérique du Nord. Pourquoi les gens ont l'idée de rassembler les Bamileke du Nord et on leur oppose qu'ils doivent plutôt rassembler les Camerounais. tous les Camerounais? On a l'Assemblée nationale, on a le Sénat, on a le Conseil économique et social, on a le gouvernement qui le fait déjà. Bon an, mal an. Mais pas en Amérique. Oui, on a les ambassades. Oui, on a l'ambassade. Il y a les ambassades qui sont là, chargées d'organiser tout cela. Mais on va dire que je veux répondre légèrement à la question. Oui. Mais les gens ressentent le besoin de se mettre ensemble pour des questions de solidarité. C'est pas le tribalisme? Tribalisme. C'est pas une forme du tribalisme. Peut-être qu'elle dit, mais ça fait gros. C'est pas une forme du tribalisme? Mais depuis quand un rassemblement communautaire est une forme de tribalisme? Mais rassemblement communautaire. Le tribalisme veut dire qu'en se rassemblant, on exclut les autres. C'est vrai qu'on a vu un représentant des femmes Betty hier dans la salle. C'est ça le tribalisme. Le tribalisme, c'est se rassembler, se replier sur la tribu en excluant les autres. Oui. On ne peut pas reprocher à une communauté de se rassembler. D'accord. On ne peut pas, puisque la partie infinitésimale d'une patrie, c'est la famille. C'est la famille. La famille, ok. On commence par la famille pour construire la patrie. Si vous n'avez pas le sens de la famille, si vous n'êtes pas attaché à votre famille, vous ne pouvez pas être attaché à votre pays. On parle de patrie, pater en latin. Ce qu'on tire du père. D'accord. De façon, c'est-à-dire si on veut dire étymologiquement les choses, ce qu'on tire du père, ce qu'on tire de ses parents. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on tire de ses parents en dehors de l'éducation, en dehors de la protection qu'ils nous apportent? C'est leurs origines, leurs racines, leur terroir. Est-ce que vous ne le dites pas parce que vous êtes Bamileke? Je le dis, c'est valable, ce que je dis est valable pour tout le monde. Je ne parle pas encore des Bamileke, moi. Je dis, chacun est obligé, et c'est même biblique pour ceux qui sont chrétiens, chacun est obligé d'honorer son père
et sa mère. Hein? C'est d'ailleurs le seul commandement qui est ressorti d'une récompense. Parce que honore ton père et ta mère et tu auras. C'est le seul d'ailleurs qui est comment tu honores ton père et ta mère sans être fier de là où ils viennent? Je veux bien qu'on comprenne ça. Nous ne voyons pas l'honneur qu'on accorde au père en ramenant simplement les diplômes ou en ramenant un bon travail. Mais quand je dis que je suis Bana, mon père en est fier parce qu'il est Bana. Ma mère n'est pas Bana. Mais quand je dis je suis Bana, mon père en est fier parce que je suis Bana, parce qu'il est Bana. Et il se trouve qu'un Bana, c'est un Bamileke. Maintenant, quand on vous dit vous êtes Camerounais, mais naturellement on vous demande Camerounais d'où? Quand on vous dit vous êtes Américain, on vous dit Américain d'où? Du Michigan, Where are you from? De l'Arizona. Where are you from? Ça, c'est l'Amérique. Et c'est un grand pays. Est-ce qu'il faut démontrer que les Américains, c'est un grand peuple? Les gens venus de toutes parts, venus de 50 États. C'est évident. Voilà. Et qui font la force qu'on connaît. Quand vous dites que vous êtes Camerounais, on dit vous venez d'où? Je suis Bassa, je suis Mboro, je suis Peul, je suis Mundang, je suis Maka, je suis Bamileke. Mais il semble que quand on dit je suis Bamileke, ça résonne toujours bizarrement. On a l'impression que les gens veulent se renfermer sur eux, veulent organiser une sorte d'autodéfense. Mais ça peut se comprendre, je ne justifie pas que quand les Bamileke aient tendance à s'organiser en autodéfense. Parce que pendant longtemps, ils ont vécu sous le maquis. Pendant une quinzaine, voire une vingtaine d'années, les Bamileke ont combattu et les colons et l'administration qui trouvait qui voyaient comme une sorte de suppôt que les colons avaient laissé en place pour maintenir le Cameroun sous le joug de la domination étrangère. Et les Bamileke, avec les Bassa, essentiellement en termes de nombre, mais aussi les Etoun, les Boulous, parce que quand on parle nationaliste, il y a des gens comme Osende Afanda qui ont incarné qui étaient dans le sud de Cameroun, le nationalisme et qui étaient installés vers Djoum et qui ont embarqué des Boulous avec lui. Il y a des anglophones qui ont été dans le nationalisme. Donc il n'y a pas que les Bamileke, mais il semble qu'il y a eu beaucoup de victimes. Il y a eu beaucoup de victimes chez les Bamileke et chez les Bassa. Et c'est pour ça que quand on parle de nationalisme, on pense généralement à eux. Et donc, les gens qui ont vécu longtemps dans le maquis ont tendance, ils ont transmis ça à leurs enfants, à leurs descendants, à s'autodéfendre. Et comme ils sont réunis pour s'autodéfendre, peut-être que lorsqu'ils se réunissent, comme pour le cas du New Jersey, pour célébrer la culture qu'ils ont en commun, que les gens pensent que c'est un mouvement d'autodéfense. Non, c'est un mouvement d'autodéfense. En tout cas, si je l'avais perçu comme tel, j'aurais jamais répondu favorablement à l'invitation des organisateurs. Alors, ça me permet donc de vous poser la question suivante. Quelles sont vos attentes quand vous venez à un événement pareil? Si vous avez célébrer la culture. D'accord. J'ai renouvelé mon stock de Ndop. D'accord. Et vous pouvez imaginer... On rappelle que le Ndop, c'est cette tenue de l'Ouest Cameroun. Ici, ça c'est le Ndop un peu moderne. Ça c'est un Ndop moderne. Ça c'est un échantillon de Ndop. Je veux dire, c'était figurines de Ndop qu'on a utilisé sur cette tenue-ci. Mais ça c'est un Ndop. Le Ndop, ça c'est le plus, oui. Mais j'ai ce sont les avatars. Voilà, les avatars du Ndop. De cérémonie, il a fallu que je multiplie mon stock de Ndop, puisque j'ai décidé qu'à chaque journée, j'aurai un bout de Ndop sur moi. D'ailleurs, on a eu les images de la soirée d'hier qui circulent sur Internet. Voilà. Donc, je suis venu célébrer la culture Bamileke. J'ai entendu les gens dire que le Bamileke n'existe pas. Mais on parle donc de quoi si ça n'existe pas? Non, ils existent bien. Non, je veux simplement dire, on dit que Bamileke, ce n'est pas un tour, quelque chose de compact. Mais vous allez finir par dire que le Cameroun n'existe pas. Parce que si on remonte à 200 ans avant nous, avant le traité Germano-Douala, en 1884, est-ce qu'on parlait d'une entité qui serait le Cameroun aujourd'hui? Non, je ne crois pas. Peut-être ma connaissance en histoire n'est pas terrible. Mais en tout cas, pas avant les missionnaires qui sont arrivés, les Jackson Fuller, à la fin des années 1840. Les Portugais et tout, c'est les 1400 avec Anon qui a découvert le monde Cameroun. Mais on a commencé un peu à formuler autour de Douala quelque chose dans les années 1840 avec Jackson. Avec Rio dos Camaroes, non, les Portugais de Rio dos. Oui, c'est un peu avant. L'arrivée des crevettes. Mais je veux dire, le Cameroun en tant qu'État, on commence à le constituer autour de 1800 avec l'arrivée
des évangélistes. Oh, yeah. Oui, des évangélistes. Et oui. puis, l'arrivée des explorateurs allemands. Les évangélistes anglais, les explorateurs allemands, on débouche sur le traité germano-douala qui met un protectorat allemand, germano-camerounais. Et puis finalement, la constitution de l'État du Cameroun en 1916 à peu près, si je lis bien les écrits de professeur Magloire Ondoa, on a commencé à prendre les premiers actes d'une république qui deviendrait soit unie, soit fédérale, soit unifiée, réunifiée, mais en tout cas le Cameroun. Donc les Bamileke existent bel et bien. Au plan constitutionnel. Alors si on ne peut pas remonter le Cameroun à 2 siècles, et qu'on soit en train de chercher à savoir si les Bamileke existent depuis 2 siècles, c'est de la folie. Nous sommes dans la réalité. La réalité est que les ressortissants des départements qui composent une partie de l'Ouest, presque la moitié, est repartie dans les départements du Onkam. Je commence par le Onkam parce que c'est chez moi. D'accord. La Menoir, les Baboutos, la Mifi, les Hauts Plateaux, le Ndé, je n'ai oublié personne, sont ce qu'on appelle les Bamileke. Si on enlève dans la Menoir les Mbo, dans le Onkam, les Mbo également, et quelques Tchikars entre le Noun et la Mifi, ou bien entre le Noun et le Ndé. Le reste, c'est les Bamileke. Ils ont quelque chose en commun. La façon de célébrer la naissance, la vie. La façon de célébrer la mort, la séparation éternelle. La relation avec Dieu. Le Dieu, le si. Oui. Si. Ils ont quelque chose de solide. L'organisation politique constituée d'un exécutif tenu par le roi, d'un parlement tenu par les notables et d'une cour tenue par... Non, d'une cour tenue par les Tchinda. Les Tchinda, oui, les Tchinda. Ouais, les valets. Les valets. Et puis il y a le peuple. Bon, le peuple aussi peut faire les reines, mais n'ont pas de place. Non, les reines, c'est avec l'exécutif, puisque c'est les femmes du roi. C'est une organisation politique qui est commune à tous les Bamileke. Ils ont le grenier ensemble. Ils ont la même façon d'appréhender la vie, la sacralité de la vie humaine, la sacralité des vivants. Ils sanctifient. J'ai envie de dire que ils élèvent à la sainteté tous les ancêtres qui sont partis et qui avaient eu une vie exemplaire. Ils ont la même compréhension même de la polygamie? De la polygamie. Non, ça c'est général. Les Peuls aussi ont la même compréhension. Okay. Je crois les autres Bantous aussi, en dehors des Bamileke. Les Bamileke ont ça. Et ils ont la même langue. Contrairement à tout ce que les balivernes que les gens racontent sur les réseaux sociaux. Bon. Et dans... À la on base, nous explique que les Bafans ne comprennent pas ce que les Tchang disent. Quand vous êtes un Bafan qui pratiquait le fait vraiment, on ne peut pas médire de vous en Bafoussam, vous allez comprendre. Ou en Banjoun, ou en Baham, vous allez comprendre. C'est à la base la même langue qui a connu j'ai envie de dire, quelques dérivés en fonction des déplacements migratoires, du contact avec les autres. C'est normal que le Bafang de Kekem parle un fait influencé par le Mbo, parce qu'à Kekem il y a des Mbo, et à partir qui sont un peu dans le littoral. Oui, dans le Mungo. Dans le Mungo. Le Mungo est tout près de Kekem. Ouais. J'ai envie de parler des villes comme Manjo et consorts qui ne sont pas très loin. C'est normal que ce soit influencé par ce voisinage. Ce qui fait que quand on se déplace, la langue se déplace aussi parce qu'on subit les effets de la nature, on subit les effets, de la modernisation aussi, du voisinage, de la modernisation. C'est pour ça que j'imagine que ceux qui ont, dans le Noufi, ceux qui ont créé la langue Féfé, une langue qui fédère tous les originaires du Onkam, l'idée c'était d'avoir une langue véhiculaire pour le Féfé qui... En fait, une langue qu'on puise dans le Bana, le Banka, le Babunche, toutes les autres langues, qui en fait, je dis, c'est des déclinaisons d'une langue de départ.
Très bien, belle leçon d'histoire, merci pour ça. Alors, j'attends que ce soit validé par les historiens. Moi, je dis ce que j'ai ressenti. Et donc, je reviens à la question principale. Non, le Bamileke ne doit pas s'expliquer. Ouais. Les gens ne doivent pas s'expliquer pour se réunir. Il existe déjà. Le Bamileke ne doit pas s'expliquer pour s'organiser. D'accord. Les Bamileke ne doivent pas s'expliquer pour être solidaires. Les Bamileke ne doivent pas s'expliquer pour conserver, pour se battre pour conserver leur patrimoine culturel, l'héritage culturel. Les Bamileke ne doivent pas s'expliquer pour se défendre s'il y avait une attaque en face. Attention. Pourquoi les autres ne s'expliquent pas? Pourquoi les autres ont le droit d'être Camerounais et pas les Bamileke? Parce que je viens de vous dire que pour être Camerounais, il faut justifier de ses origines, de l'appartenance à un terroir. Je viens de vous circonscrire les départements qui sont le terroir des Bamileke. Être Bamileke, c'est simplement avoir des ascendants qui viennent de ce terroir. Être Bamileke, ce n'est pas simplement parler une langue Bamileke. Les Juifs ne parlent pas tous l'hébreu. Il y a des Juifs qui... On a des savants juifs aux États-Unis, en Europe, qui ne savaient aucun mot de l'hébreu, mais c'est juste l'appartenance à un terroir qu'ils disent aujourd'hui être Jérusalem. D'accord. On a d'ailleurs eu un juif qui a intervenu jeudi passé. Alors Rodé, on va rester, vous avez énuméré tout à l'heure les chefferies. On va rester un peu avec les chefferies et une autre polémique qui s'est créée, n'est-ce pas, autour de la ABC, la All Bamileke Convention, 5e édition. Nous sommes au New Jersey, à Atlantic City. Alors, Rodrigue, il y a eu... nous rentrons dans le cadre politique, on va évoluer dans la politique au Cameroun maintenant. Le ministre d'État, le secrétaire général de la présidence de la République, son Excellence Ferdinand Ngongo, a reçu dans le cadre des élections présidentielles à venir des consultations des entités, des évêques, des Mbombok. Et puis il a surtout reçu des chefs traditionnels de l'Ouest, une bonne partie, pas tous. Et puis une polémique s'est créée au niveau... à notre niveau ici, et puis c'était de savoir les chefs qui ont été, une partie de personnes pensaient que les chefs qui ont été invités, qui ont été reçus par le ministre SGPR ne devaient plus être invités. Parce que je rappelle qu'à chaque édition, on a les chefs. On a eu au moins un chef. On a le chef Bawan hier. Voilà, le chef Bawan est là. Et donc pourquoi estimer que les chefs qui étaient au palais ne devaient plus être invités? Je ne sais pas si c'est une curiosité, c'est une coïncidence. Le chef Bawan n'y était pas. Il n'était pas au palais. Il a été invité. Tous les autres, on n'a plus vu de chef. On a généralement 3 ou 4 chefs. Cette année, on a un seul. Alors, c'est quoi ta lecture sur le fait d'écarter tous les chefs qui ont été reçus par le ministre d'État? Je couvre les audiences du ministre d'État depuis le début, en tant que journaliste. D'accord. Ce que je sais, c'est que le ministre d'État a organisé une concertation avec les parlementaires, les ministres originaires de certaines régions. Et plus tard, il a accepté les demandes d'audience, cette fois-là, mais plus de concertation, avec certains corps sociaux. Alors c'était une audience plutôt? Oui, parmi lesquels je l'ai couvert. C'est vérifié, c'est vérifiable. C'est moi qui couvre. C'était pas une concertation, c'était une audience. Demandée par les chefs. Voilà. Pas demandée par... On n'a pas cette information. Voilà, demandée par... Les chefs traditionnels. Non, que ce soit pour les chefs et les autres, demandé par ceux qui sollicitent l'audience. Évidemment. En dehors des chefs, voilà comment la communication. Mais les syndicats de transport... Ah, c'était les audiences. Les évêques, qu'est-ce qu'ils ont fait, les évêques? C'était l'audience ou bien c'était... Les évêques, on nous a dit que c'était une audience. Une audience aussi demandée. C'est ce qu'on nous a dit, la communication organisée autour... Restons sur les chefs, d'accord. Voilà, sur les chefs. Donc, il est possible que le chef qui était ici hier, il est possible... ne sommes pas parmi les chefs qui ont demandé l'audience. Et il me semble d'ailleurs que c'était une organisation structurée. L'organisation des chefs traditionnels de l'Ouest, qui est une partie du Conseil national des chefs du Cameroun. Il me semble bien. Mais en tout cas, c'était une organisation bien structurée. Je me souviens d'ailleurs, le chef de Bafou, Sa Majesté Kana, s'est opposé à ce que un chef Mbo... Mais il était là. Il était ici. Non, pas ici. Il dit qu'il était à la... Mais je parle de l'audience. D'accord. Je me souviens qu'il s'est opposé au fait qu'un chef Mbo de Centre prenne la parole parce qu'ils avaient organisé leur activité. Et c'est le président régional, qui est un chef de la main noire, je crois, qui devait prendre la parole pour parler au nom des chefs. Et Sa Majesté Kana s'est interposé entre les journalistes et le chef Mbo qui voulait prendre la parole parce que ça n'avait pas été prévu. Donc ça veut dire qu'il y a eu une sorte... C'était
organisée. Il y a une structure qui a été mise en place. Peut-être que le chef Barouan ne fait pas partie de cette structure, je ne sais pas. Peut-être qu'il ne fait pas partie des chefs qui ont demandé à être reçus, je ne sais pas. Je n'en sais rien. Ma question reste donc. Voilà. Quel est votre avis sur le fait qu'une partie des organisateurs ici voulait qu'on écarte tous les chefs qui étaient là? Je ne sais pas si ça a réussi, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais c'est quoi votre lecture sur cette affaire? Non, je crois qu'il faut laisser les gens libres de leurs opinions. D'accord. Si on est attaché à la liberté, les Bamileke sont des gens qui ont combattu pour la liberté. Ils ont combattu le colon, ils ont combattu les néocolons, c'est-à-dire l'administration à Idjo. Pourquoi ils ont? C'est terminé? Non, je parle des faits. D'accord. Je parle des faits documentés. La France vient d'admettre qu'elle a mené une guerre de décolonisation au Cameroun. François Hollande l'a fait, Macron vient de le confirmer. Macron a fait un courrier. Oui, on a vu. Hollande, c'était dans les discours. Oui. En tant que président de la France, après la commission, après le rapport d'une commission d'historiens. Avec Bling Bassi et les autres. Travail d'historien. Non, Bling Bassi, c'était la commission culturelle. Oui. Il y avait une commission d'historiens. Oui, avec les philosophes. Avec les historiens. Et dont Jacques Koufane, un historien camerounais, présidé par Ramondi, une historienne française. On retrouve dans la commission des gens comme dit Assem Benji, Alvin, docteur en histoire. Il y a d'autres historiens. Ils ont commis un rapport d'un millier de pages où ils constataient qu'il y a eu des atrocités. Et nous promettaient que le politique va tirer les leçons. Les leçons ont été tirées. La France reconnaît qu'il y a une guerre qui a été menée au Cameroun. Et donc, je viens de dire plus haut que parmi les peuples au front, dans le cadre de cette guerre, et d'abord contre la France directement, et en plus contre les suppôts de la France, qui avaient une sorte d'indépendance, qui étaient un peu les orchestrateurs d'une sorte d'indépendance factice. Il y a eu les Bamileke, c'est-à-dire les Bamileke sont attachés à la liberté. On ne peut pas se dédier. On ne peut pas dire qu'on est un peuple digne et se dédier. On doit laisser les gens libres de leurs opinions. C'est-à-dire que on peut être Bamileke et être pro ou contre le pouvoir. Ça ne vous disqualifie pas. Puisqu'on vient de constater ensemble que être Bamileke, c'est avoir des parents qui sont rattachés au terroir que je viens d'indiquer. Que vous soyez contre ou pour le pouvoir, ça ne vous retire pas votre identité Bamileke. Et si le All Bamileke Convention est une convention des Bamileke, on accepte normalement tous les Bamileke. On ne refuse personne pour ses opinions. On peut refuser les bandits, on peut refuser les voleurs, on peut refuser les détournements de deniers publics, les violeurs, les brigands. Hein? Comment? On peut refuser la basse. Moi, je ne sais pas ce que c'est que la basse. Vous avez parlé de l'enfarinement au début de l'émission. Hein? Oui, mais je ne sais pas ce que c'est, en fait. D'accord. Je sais qu'il y a des gens qui ont enfariné, mais je ne sais plus ce que c'est que la basse. Il y a dans la basse, il y a des gens qui disent que les autres ne sont pas la basse. D'autres, certains sont la basse, d'autres ne le sont pas vraiment. On ne sait, okay, moi, je ne sais plus ce que c'est. On va pas s'éloigner. Voilà, on va pas s'éloigner. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Et j'ai entendu parler de vraies basses, de fausses basses. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas encore observé le phénomène de près pour pouvoir me prononcer dessus. Mais on doit laisser les gens libres. On ne doit pas mettre les gens dans une camisole de force. Vous pouvez dissuader, vous pouvez convaincre. Vous pouvez dissuader quelqu'un d'être dans le camp opposé. Vous pouvez le convaincre de le ramener dans votre camp. Le convaincre de revenir dans votre camp. Tout doit se faire par la dissuasion. En somme, vous n'êtes pas pour ceux qui boycottent et qui disent le chef qui était au palais, il vient par la ABC. Il faut être ouvert. Est-ce qu'il cesse d'être chef? Il faut être ouvert. Est-ce qu'il cesse d'être chef? Il ne cesse pas. La chefferie est inscrite dans l'identité Bamileke. Il n'y a pas d'identité Bamileke sans la chefferie. Oui. Bamileke n'existe pas sans la chefferie. La chefferie incarne. D'ailleurs, il y a des Bamileke qui m'en voudraient de dire le chef. Parce qu'on préfère dire le roi. Le roi parce que ça emporte toute la majesté et la noblesse. Sans que ce ne soit quelque chose d'exécutif. Il faut bien voir ce glissement, bien observer ce glissement. Les Bamileke glissent de la chefferie à la royauté. La royauté au sens peut-être britannique du terme.
toute la noblesse, toute la grandeur, mais qui n'est pas un exécutif. Parce qu'on accepte, les Bamileke acceptent qu'ils sont dans une république et vivent selon les lois et les règlements de la République. Mais reconnaissent qu'ils ont une organisation sociale, un héritage culturel à protéger. On peut donc les mettre dans le cadre d'une sorte de royauté, sans que ce soit les chefferies, dans le sens ancestral du terme, où le chef était le maître, il avait le pouvoir religieux, le pouvoir exécutif, le pouvoir parlementaire, il avait le droit de vie ou de mort sur tout le monde. C'est un symbole que les Bamileke conservent aujourd'hui. Mais un chef qui allait faire allégeance à Paul Biya, est-ce qu'il cesse d'être chef? Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est que son opinion. Ouais. Maintenant, si on estime... Mais pas le nom de sa communauté quand même, non? Si on estime, voilà, je vais pousser la question, la réponse. Si on estime que en soutenant un candidat, il entraîne sa communauté. Il a divisé sa communauté parce que dans sa communauté, évidemment, il y a des gens qui sont contre ce candidat-là. Ce serait dangereux pour lui. Mais il y a la dissuasion. Il faut lui expliquer l'enjeu. Mais on ne le boycotte pas. J'ai envie de demander, si ces chefs s'étaient retrouvés à une réunion de l'opposition, est-ce qu'on les aurait boycottés? Je ne sais pas. Je ne peux pas, je ne lis pas la boule de cristal. Mais c'est une question à se poser. Oui. Mais on a vu des avocats, un groupe d'avocats, ça c'est en 2018, se regrouper autour d'un candidat à la présidentielle de 2018, le professeur Maurice Kamto, et ça a créé une polémique. On disait que les avocats ne peuvent pas aller chez un candidat tout en robe noire. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette actualité. Oui, bien sûr. Ça avait été beaucoup critiqué, parce qu'ils étaient au niveau de l'opposition. Oui, mais après, au contentieux électoral, on a vu des avocats qui étaient contre lui, qui défendaient le MINAD ou qui défendaient les CAM. Ils ne sont pas moins avocats. Ce n'était pas tout le barreau qui s'est déplacé. Au barreau, les gens sont libres d'avoir leur opinion qu'il faut respecter. Autant on doit respecter ceux qui soutiennent Maurice Kamto, autant on respecte ceux qui ne le soutiennent pas. Alors, et je crois que Kamto lui-même, il est le premier à respecter ceux qui ne pensent pas comme lui. Oui. Alors là, nous rentrons directement sur le plan politique au Cameroun et on va sortir par une question de sport avec cette nouvelle guerre. Je sais que vous êtes au courant, on va en parler. Mais restons sur le plan politique, donc, et puis en passant, on sera parti dans une dizaine de minutes. Alors, la présidentielle au Cameroun, on vous a écouté. Là, maintenant, c'est vous qui êtes interviewé. Vous avez beaucoup interviewé les gens par rapport à la disqualification de plusieurs candidats. Pas seulement du Manidem, voilà, qui était porté par le candidat Kamto, mais il y avait aussi... vous pensez que la politique et même la présidentielle a pris un sacré coup avec l'absence de Kamto? La présidentielle ne s'est pas encore tenue. Oui, il veut dire, on est dans le... Oui, mais je ne peux pas depuis la convocation du corps électoral. Je ne peux pas savoir si ça a pris un sacré coup. Il veut dire qu'en termes de mobilisation des Camerounais... On ne peut pas le savoir avant le scrutin. La mobilisation des Camerounais, c'est dans les urnes. Il veut dire la sensibilisation, le flair, la mobilisation. La finalité de tout cela, c'est quoi? C'est la participation au scrutin. Oui. Mais sans les chiffres sur la participation, on ne peut pas savoir si une élection a été morose. D'accord. On ne peut pas, un mois du scrutin, dire que l'élection a été morose parce qu'un candidat est absent. Ou parce qu'un candidat est présent. Nous allons attendre la fin du scrutin et nous jugerons. Vous allez dire un mot sur la candidature de Hilaire Zipan, mais restons un peu sur le professeur Maurice Kamto. Vous considérez Maurice Kamto aujourd'hui au Cameroun comme le leader de l'opposition? Il n'a aucun élu. Mais il semble que Maurice Kamto a toujours clamé que son ambition, ce n'est pas être leader de l'opposition, c'est être président du Cameroun. D'accord. Donc, dans les grilles de lecture que je fais, je ne me projette pas dessus, je n'essaye pas de savoir s'il est leader de l'opposition ou pas. Je me demande s'il va pouvoir être président comme il le prétend. Mais il ne pourra pas. Je ne sais pas. Mais il ne pourra plus. Mais terminé, là. Il y a une élection, il y a d'autres élections présidentielles. 2023, la 2032. ville s'arrête pas en 2025. Ah, 2032. Il y a d'autres élections, je ne sais pas en quelle année. Mais ce qui est prévu, c'est 2032. Oui, on peut... Sauf s'il va être député, conseiller municipal, sénateur. Je ne connais pas ses ambitions. Maurice Kamto, je l'ai presque jamais rencontré. Mais vous savez qu'on estime que vous êtes un peu proche de lui. Comment? Oui, par... je ne sais pas comment les gens font cette alchimie. Il y a certains noms d'ailleurs qui circulent. Jean-Bruno Tagné, docteur Aristide Monod. Parfois,
vous taxez d'être ses conseillers. Conseiller de Maurice Kamto, oui. Oh, ça, c'est... La première fois que vous entendez ça? La première fois? C'est mort de rire. La première fois que vous entendez ça? Conseiller de Kamto. Oui. Mais comment? Où? Par quel canal je le conseillerais? Par quel canal? Je ne connais pas. Où? Son bureau, c'est où? Vous l'avez jamais rencontré? Non, mais j'ai rencontré Maurice Kamto pour une interview. D'accord. En 2020, après, il avait été placé en ce qu'on dit banalement résidence surveillée. Il a été... comment? J'ai oublié la formule juridique, mais on dit banalement, on dit vulgairement en résidence surveillée. Oui. Après, quand ça a été levé, il a accepté de nous accorder une interview. Je suis allé chez lui avec mon technicien, Michel Foucault. Nous avons tourné l'interview. C'était la seule fois que j'ai rencontré Maurice Kamto. Mais dans le lancement des émissions que vous avez lancées en prélude des élections, pourquoi ne l'avez pas reçu? Je l'ai invité, il n'a pas répondu positivement à mon invitation. Nous avons, ce n'est pas moi qui l'ai invité, le directeur général de Canal 2 a pris un courrier, a invité tous les candidats déclarés qui avaient un certain poids à cette époque-là. Donc il était programmé, il n'a pas accepté. Pas programmé, je dis il a été invité avec un courrier signé en bonne et due forme, déposé au siège du MSC, avec copie chez le secrétaire national à la communication du MSC. J'ai eu la réponse du secrétaire général du MSC, Maître Ndong, qui m'a dit ils nous reviennent quand ils seront prêts pour l'émission. Ils ne sont jamais revenus. Et non, ils sont pas revenus. Ils ne pouvaient pas revenir puisqu'après, il y a eu la question de la candidature. Non, mais c'était bien avant le corps électoral. Vous restiez déjà... Ils ne sont pas venus. Mais il n'y a pas eu émission. Oui, il n'y a pas eu émission. Mais ça veut dire qu'ils ne sont pas venus. Ok, vous les avez au moins invités. Ils ont été invités. Ça, c'est qu'on va retenir. Mais je vous vois étonné du fait de savoir que je ne rencontre pas le professeur Kamto. Je l'ai rencontré et je dis, là, c'était la seule fois. Les autres fois, c'est en conférence de presse. Quand j'étais encore... Il sait que beaucoup sont étonnés d'entendre ça. Parce qu'on scrolle un peu, on zappe. C'est pas l'impression qu'on a. Non, mais moi, je rencontre Cabral Libi plus que Maurice Kamto, parce que Cabral Libi, c'est mon ami d'enfance. Je rencontre les autres leaders plus que Maurice Kamto. Je dis, j'ai rencontré... L'échange que j'ai eu avec Maurice Kamto, comme j'ai avec vous, date de 2020. Après sa levée de résidence après le boycott actif lancé. Et avant sa prison, avant qu'il n'aille en prison. Avant la prison, non. Oui, c'était avant qu'il n'aille en prison? Non, c'était après la prison. Okay. J'ai dit, il avait en septembre lancé le boycott actif de l'élection, des élections régionales. De 2020. Il avait dit, tant qu'on n'a pas revu le code électoral, il n'y a pas d'élection au Cameroun. Il a appelé les Camerounais à boycotter. Il a d'ailleurs dit que la convocation du code électoral va être de facto la descente. Oui, quelque chose comme ça. Voilà, je ne me souviens plus très bien. Oui. Et donc, il a été placé en résidence surveillée. Il y a un thème judiciaire. Oui, pour le dire, ça ne me revient pas. Et je dis à la fin, je suis allé le rencontrer. On a un entretien comme celui-ci, élaboré, que nous avons diffusé. Et c'est tout. Alors, d'accord. Les gens vont vérifier et se rassurer. Vous savez, rassurez-vous aussi, les gens vont trouver, vont nous envoyer des captures d'écran pour dire que voilà. Ce que quand vous parlez de capture d'écran, évidemment, je vois. Non, même les extraits. La dernière capture d'écran, c'est quand je suis allé à sa résidence de son retour de Paris. À Grand Moulin? À Grand Moulin, à Douala, non? Non! Vous voyez, tous les comptes. L'image où on vous a vu de dos. Oui, c'est pas un Grand Moulin. Vous voyez tous les comptes. Dans l'un de ces sièges, on sait que c'était la foule. C'était à sa résidence à Santa Barbara, à Yaoundé. D'accord. Il revenait de Douala après un meeting en France. C'est ça. En fait, c'est de ça que je parlais. Ouais, mais vous ne l'avez pas rencontré ce jour-là? Je ne l'ai pas rencontré. Nous sommes arrivés, on nous a indiqué que Maurice Kamto venait à Yaoundé. Vous faisiez quoi là-bas? Je vous raconte. Vous faisiez quoi là-bas? Je vous raconte. Vous voulez que je vous raconte ou pas? Allons-y. Je vous raconte ce qui s'est passé. On nous a dit, Maurice Kamto arrive chez lui. D'accord. Je travaille à Canal 2 à Etoudi. Si vous connaissez Yaoundé. Oui. De Etoudi, où siège Canal 2 pour Santa Barbara, sa résidence. Je crois que c'est moins de 2 ou 3 kilomètres. Oui, mais en tout cas, c'est des voisins. Oui.
Bon, taxi, je taxi, sais pas comment on prend le taxi. Bon, je ne sais pas comment, comment le taxi fait pour arriver là-bas, mais il me semble que ce soit un quartier qui ne soit pas très pratiqué par les taxis, parce que c'est un quartier résidentiel. Ouais. Les taxis circulent sur les grandes rues au Cameroun. Okay. Et puis j'envoie une équipe. Je demande à une équipe de se mobiliser. Je demande à une équipe d'aller tourner ce sujet. Mais je me souviens que la veille, on a vu les images de mon autre collègue à Douala, Junior Ossin, couvrant cette mobilisation. La mobilisation devant le siège régional du MRC à Douala. Oui. Il a fait un stand-up. Il a fait un stand-up dans lequel il parlait de meeting, comme je viens de faire tout à l'heure. Et ça a été mal perçu par les militants du MRC qui ont estimé que Canal 2 est dans la combine, estiment que quand tu organises un meeting sans déclaration chez le... Déclaration. Sans déclaration, oui. Parce qu'au Cameroun, on parle d'autorisation, je ne sais pas où c'est déclaration. Déclaration chez le sous-préfet. Il a été lynché, littéralement, sur les réseaux sociaux. Oui. Le syndicat national des journalistes a dû voler à son secours pour le protéger et rappeler qu'il ne faisait que son travail. J'envoyais une autre équipe de jeunes. À Yaoundé. Ce jour-là, à Yaoundé. J'ai dit non, mais tant qu'à faire, il faut que j'y aille moi-même. Je m'y rends avec une deuxième voiture de Canal 2 International. Vous étiez dans l'exercice de vos fonctions de journaliste. Y étant, l'équipe arrive avant moi. Moi, j'arrive presque au même moment que... Enfin, j'arrive quelques instants avant la voiture du président du MRC. L'ancien. Je veux dire, je suis dans la scène, le journaliste, le temps du récit, c'est le président. D'accord, le temps du récit. Voilà. Et donc, quand le cliché que vous voyez, j'ai vu Maître Sim et je lui fais un coucou. Puisqu'on s'est parlé quelques jours avant sur le projet d'émission. Oui. Rendez-vous 2025, rendez-vous avec Maurice Kamto. Et il m'indiquait que c'est au président de décider. Maître Ndong aussi, je crois, était là, le secrétaire général. On s'était parlé aussi au sujet de ce projet d'émission. Je leur fais un coucou chaleureux. Et donc, il y a ce cliché. Vous verrez bien sur la photo. Alors que Maurice Kamto est en face de... Sa voiture est en face de moi. Je regarde de côté où je salue quelqu'un. C'est Maître Sim qui est vivant. Je ne le dis pas pour me justifier. Vous m'avez demandé dans quel contexte la photo a été prise. Et le sujet a été tourné et diffusé au journal le soir. Avant ça, je viens de vous dire que je couvre les audiences du SGPA à la présidence. Je n'ai pas d'état d'âme. Je fais mon travail, je rends compte. Si on me demande d'analyser, j'analyse. Si on me demande de commenter, je commente en rappelant que c'est un commentaire de journaliste. Je n'ai pas à soutenir un parti politique ou un autre. Je ne soutiens pas le RDPC, je ne le soutiendrai jamais. Je ne soutiens pas le MRC, je ne le soutiendrai jamais. Le jour que je vais soutenir un parti politique, je vais le dire clairement et je vais cesser de faire du journalisme. Alors, tout à l'heure, à la question de savoir si le professeur Maurice Kamto est le leader de l'opposition, vous avez répondu avec sa réponse. Ça veut dire que lui-même, il ne l'a jamais dit. Il ne le revendique pas. Vous pensez quoi? Je dis, il faut des éléments pour dire quelqu'un. Oui, vous les avez, vous avez tous les éléments. Je dis, je n'ai jamais examiné la question. D'accord. Parce que, j'ai dit, lui-même, nous n'avons pas embarqué dans cette affaire. Dans cette façon de voir les choses. C'est-à-dire, est-ce que je suis leader de l'opposition ou pas? Mais ce que je sais, d'habitude, c'est que le leader de l'opposition, c'est celui qui peut mobiliser après celui qui est au pouvoir. Oui. Et je ne suis pas sûr que c'est plaisant d'être leader de l'opposition. Ça veut dire que vous êtes d'office deuxième. Oui, oui. Alors qu'il va être premier. Alors qu'il va être premier, c'est ce que je dis. On n'a jamais vu ça ainsi en tant qu'analyste. Maintenant, est-ce qu'après le RDPC, l'appareil politique qui soutient, qui est derrière Paul Biya, c'est le MRC qui vient en termes de représentativité? Non, je crois que c'est l'UNDP. Mais est-ce que Bello Bouba était donc leader de l'opposition? Il me semble qu'il était au gouvernement. Comment on peut être membre du gouvernement, on peut être la majorité parlementaire, leader de l'opposition? Donc ça a un peu cafouillé dans notre pays. Et je ne sais pas à quoi ça rime, cette tendance à rechercher un leader de l'opposition. Il me semble que tous les opposants recherchent le pouvoir. Donc ce n'est pas une course entre les opposants pour voir qui serait le mieux classé parmi les opposants, mais il me semble que c'est une course vers le pouvoir suprême. Alors,
Nous parlons donc de l'opposition. Il y en a aujourd'hui, je crois qu'ils sont 11 face au président Paul Biya, face au candidat du RDPC, le président Paul Biya, ils sont 11. Et parmi les 11, il y a ceux qui sortent de l'eau quand même, Bello Bouba Maïgari, de l'UNDP, Issa Chiroma, qui viennent de démissionner du gouvernement. Vous croyez à leur démission? Vous y croyez-vous? Est-ce que j'ai le choix? Ils ont démissionné. On a vu la lettre de démission de Chiroma, on n'a jamais vu celle de Bello Bouba. Vous l'avez vu? C'est Chiroma qui vous a donné sa lettre de démission. Il a fait une conférence pour dire qu'il a démissionné, c'est que Bello n'a jamais fait. Oui, mais est-ce que vous avez vu vous avez parlé de la lettre? Oui, bon, au-delà de la lettre, Chiroma a fait des interviews où il a dit que j'ai démissionné, il a d'ailleurs expliqué pourquoi. Bello Bouba ne l'a jamais fait. C'est ça qui est dommage. Est-ce que vous croyez... il a signalé, je crois, je peux me tromper. Je suis plus prudent en fait parce que je vais pas me tromper. Je peux dire des bêtises. D'accord. Je crois qu'il a dit qu'il démissionnait après sa candidature à la présidentielle. Ok, donc de facto? Non, je ne sais pas que de facto. Et après sa candidature à la présidentielle, j'ai vu que le ministre de l'Agriculture a été nommé intérimaire du ministre du Tourisme. Ça veut dire qu'il est parti. Donc ça veut dire, pour moi, au moins il y a une cohérence de ce point de vue. Bello dit, je vais démissionner une fois que je serai candidat. Une fois devenu candidat, on apprend que le Premier ministre a nommé un ministre du Tourisme par intérimaire. Bello a démissionné donc. De facto, il a démissionné. Ok. Alors, pour sortir de cette question sur l'opposition, et on va faire 5 minutes sur le sport, beaucoup attendent aujourd'hui que Maurice Kamto donne un mot d'ordre. C'est quoi votre position? Un mot d'ordre à quoi? Un mot d'ordre pour choisir un des opposants, pour dire, ok, maintenant que je ne suis plus là et que, vu la mobilisation qui est derrière lui, que ce soit les membres du MRC, du Manidem, les gens se disent, il faut qu'il donne un mot d'ordre qui ne soit pas égoïste. Qui attend? Parce que les membres du MRC qui devaient voter pour lui, et aujourd'hui, ils sont un peu perdus, ils se disent, bon, on va voter pour qui, on va aller où? Maintenant je vous ai indiqué tout à l'heure que avant le 12 octobre, on ne peut pas savoir s'il y a une mobilisation à l'élection ou pas. Même si sont 2 ou 3 derrière lui, il y a quand même quelqu'un derrière lui, non? Tu es d'accord avec moi? Je vous ai dit tout à l'heure qu'avant le 12 octobre, on ne peut pas savoir s'il y a mobilisation pour l'élection, si l'élection présidentielle était morose ou pas. Non, juste sur le mot d'ordre. Et donc, avant le 12 octobre, on ne saura pas si Kamto a donné le mot d'ordre. C'est public. Est-ce que vous pensez qu'il doit donner? Avant le 12 octobre, on ne saura pas s'il a donné ou pas. D'accord. On ne sait pas encore le 12 octobre. Il peut donner la veille. Ok. Non, ma question justement est de savoir, est-ce que vous pensez qu'il doit donner ce mot d'ordre? Ou bien vous pensez que non, il est écarté, il reste tranquille dans son coin et l'élection avance? Je ne sais pas comment il a vécu. La mise à l'écart, oui. Oui. Je ne sais pas comment il a vécu. Est-ce que... Je ne sais pas. Donc, le juger sans connaître son état d'esprit en ce moment, non, c'est pas le juger. Ce serait hasardeux. Vous n'êtes pas en train de répondre à la question. Est-ce que Maurice Kamto doit donner un mot d'ordre? Comment vous... Doit. Vous dites est-ce qu'il doit. Mais tout le monde... Pourquoi vous ne donnez pas le mot d'ordre? Je suis pas opposant. Lui, moi, il n'y a personne derrière moi. Oui. Là, les Camerounais derrière lui qui attendent son mot d'ordre. Mais on n'est pas encore le 12 octobre, on saura. Vous pensez qu'il doit donner ou pas? Je pense que ce qu'il fera sera juste. D'accord. C'est une question, c'est une réponse. Alors, et ça sera la dernière qui pourrait rendre un peu plus tendu cet échange. Alors, on va rentrer dans le sport et ça va être juste en quelques minutes. Il y a une nouvelle guerre là. Bon, sauf si vous voulez dire un mot rapidement sur le MP. Il a aussi été mis à l'écart. Vous voulez dire un mot non, sur il n'a pas été mis à l'écart. Il y a eu double... C'était un peu le même motif. C'était les querelles dans les partis politiques. Là, c'est pas mis à l'écart. Là-bas, vous n'estimez pas que c'est mis à l'écart? Non, il y a une querelle qui existe. D'accord. Donc vous estimez que là-bas... Il y avait une petite querelle. Je ne connais pas bien les contours. Je n'en connais pas bien les contours. Mais ce que je sais, c'est que Jean-Jacques Ekindji avait abandonné son parti politique, le parti politique qu'il a créé, je crois, le MP, pour regagner les rangs du RDPC, son ancienne famille politique, et qu'il a laissé les clés de la maison à Hélène Zipan. Et plus tard, j'ai entendu des bruits. Le canal 2, notamment, nous avons couvert un congrès, entre guillemets, d'une autre tendance, entre guillemets, du MP, avec une figure qui n'était pas celle d'Hélène Zipan. Il me semble, c'était au cours de l'année 2024, si mes souvenirs sont exacts. Il y a une petite querelle et je crois que Hélène Zipan lui-même se doutait que ça arriverait. Parce qu'il sait qu'il y avait une sorte de soubresaut. Alors, sortons donc avec des questions de sport. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on aurait aussi dû... Parce qu'on a aussi eu le professeur Baebek, qui est aussi un peu dans le même... avec l'UPC. Voilà, voilà, tout à fait. Donc, véritablement dans le sport, donc, on a
une sorte de tension qui renaît là. C'est un peu un rebondissement. On a de temps en temps des guerres entre la FECAFOOT et le ministère. Aujourd'hui, la FECAFOOT a lancé le processus électoral qui a commencé là, en août, et qui va aller jusqu'en novembre. Et patatras, le ministre Moelle Kombi a stoppé. Il dit que le processus doit s'arrêter pour un certain nombre de choses. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une autre guéguerre qui commence là entre le ministère des Sports et la FECAFOOT? La énième guéguerre, il y a toujours eu la guéguerre entre FECAFOOT et le ministère depuis qu'on est passé des organes dirigeants nommés. Oui. Les organes dirigeants nommés à la tête de la FECAFOOT aux organes dirigeants élus depuis les Maha Daher, les ONA. C'est un peu plus tendu maintenant avec le président, avec le docteur Samuel Eto'o? Comment c'est plus tendu? Un président de la FECAFOOT est allé en prison. Oui, il y est toujours. Non, il est sorti de prison, il est mort. Ah oui, ok. Avant le récent. Là. Vincent Onana. Okay. Vincent Onana, qui a été élu en 96, je crois, a été embassié pour une affaire de billets, tickets d'entrée au stade à la Coupe du Monde 98. Et Iya Mohamed a pris sa place en tant que premier vice-président, il me semble. D'accord. Les conflits entre la FECAFOOT et le ministère des Sports font partie de la vie ordinaire entre les deux entités depuis qu'ils sont passés aux élections. Que les dirigeants de la fédération sont élus. Ça veut dire que l'État a du mal à laisser à la FECAFOOT une compétence qu'elle lui trouve trop grande en tant qu'organisation. Mais est-ce que la guerre actuelle, vous avez compris ça? Je suis en train de répondre à la question. Okay, en tant que structure, si bien que l'État vient parfois récupérer les privilèges et les, j'ai envie de dire, les attributions conférées par le même État à la FECAFOOT selon les situations. Parce qu'on estime que c'est trop grand pour celui ou celle qui dirige l'instance fêtière du football camerounais à cet instant-là. Donc c'est en fonction de la météo politique qu'on concède un pouvoir préalablement accordé aux instances dirigeantes de la FECAFOOT au Cameroun. Et sur le cas actuel, vous trouvez que le ministère a le droit de stopper ce processus enclenché par... Mais je viens de répondre à la question. Donc il revient pour apprendre un pouvoir qu'il avait à laisser. Par un cadre normatif précis, on parle des décrets, des lois, ça ne me revient pas là, je n'étais pas préparé. Je ne savais pas que le sujet viendrait dans cet entretien. Il y a un cadre normatif qui est dressé. Ouais. Il y a des prérogatives et attributions qui ont été concédées à l'État. Ouais. À la FECAFOOT, pas à l'État. Mais je dis depuis Maha Daher, Vincent Onana, Iya Mohamed et les comités provisoires qui ont été mis en place, Joseph Ona et les autres, l'État récupère de temps en temps le pouvoir qu'ils ont confié à la fédération en fonction des situations. Quand le ministre ou bien le gouvernement en place estime que cette prérogative est trop grande pour une association, il les récupère alors qu'il les avait préalablement cédés. Vous dites Tonga, merci. Je vous en prie. Papa omba munango denge ni bandemo muna isengina dole titi longue. Maman si Doudou savait que l'amour n'existait jamais, c'est que Doudou n'aurait pas la maladie du cœur. Oh lolo. Hello, hello everyone. Je suis dédié Ngo King Mwankum. À l'occasion de mes 40 ans de carrière, je fais escale à Chicago. Yes, Chicago, I will be there on Saturday, the 4th of October. Je vous invite tous. Je vous donne rendez-vous au Ramada Hotel de Chicago pour une nuit de célébration, de danse et de souvenirs. Yes, I'm waiting for all of you. Come together on that day. Yes, prenez vite vos tickets. Ne ratez pas. Ce moment est unique. Yes.